Eh bien, bonjour écoutez, je suis très content de vous retrouver. L'idée serait donc en 2024 euh, d'enchaîner un peu plus régulièrement. En fin d'année dernière, j'ai été très occupé à un moment donné, voilà, pour différentes raisons. Là, j'essaie de retrouver de la disponibilité, en tout cas pour ce travail de partage des livres de Seth qu'on mène avec ma compagne. Euh, on reprend aujourd'hui donc le guidage de lecture, tome 1 toujours, de cette parle. On est au 4e chapitre, enfin on commence en tout cas le 4e chapitre, qui s'intitule Le théâtre des réincarnations. Et voilà, je pense que déjà dans le titre, vous voyez déjà si ça vous parle ou pas. Et je pense que Seth voulait quand même assez vite, dans le texte, le matériau qu'il apporte, préciser certains éléments qui lui semblent importants justement. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc c'est la session 521 pour Jen et Robert, lundi 30 mars 1970. Il est 21h08 au moment donc de l'ouverture de cette session, et le commentaire de Robert. Jen commence à parler d'une voix ordinaire, à un bon rythme et avec peu de pauses. Maintenant, bonsoir. Bonsoir Seth, répond Robert. Et Seth enchaîne. Nous allons commencer notre prochain chapitre. C'est, je crois, le chapitre 4. Robert répond oui. Votre environnement personnel contient sans doute beaucoup plus que vous ne le supposez. Environnement personnel, c'est donc ce qui serait directement accessible pour nous. Et ils veulent préciser justement la phrase suivante. J'ai déjà utilisé le mot environnement pour désigner à la fois votre existence physique, quotidienne, et l'environnement général auquel vous êtes actuellement lié. Excusez-moi. Des travaux dans l'immeuble. Voilà, donc après cette petite interruption, je reprends. Seth expliquait donc le mot environnement, et il disait qu'il l'avait déjà utilisé pour désigner deux éléments, à la fois votre existence physique quotidienne et l'environnement général auquel vous êtes actuellement lié. Donc ce sont les deux facettes, la notion donc d'environnement, qui correspond à ce que, on va dire, nous connaissons dans le quotidien, ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce qui est physique, ce qui est concret. Voilà, l'environnement général auquel vous êtes actuellement lié. Donc vous voyez tout de suite, la tournure de phrase quand même est un petit peu particulière, et on voit bien qu'il sous-entend déjà pas mal d'éléments. Enfin, c'est pas une tournure de phrase habituelle. L'environnement auquel vous êtes actuellement lié. Donc il parle bien d'une certaine temporalité, avec des guillemets bien sûr, puisqu'il y reviendra après, en disant que c'est ce qui se passe là pour le moment, ce qui est directement accessible en tout cas. De fait, dit-il, vous avez très peu conscience de votre environnement étendu. Et donc là, c'est un nouveau terme qu'il va définir, l'environnement étendu. Et on voit bien tout de suite donc qu'il y a une distinction. Il cherche à faire une distinction entre l'environnement général, ce qui vient de parler, et donc qui nous est habituel, avec quelque chose donc où nous n'avons pas de conscience visiblement régulière, très peu de conscience, de quelque chose donc qui serait un environnement plus large, un sens plus large en tout cas que Seth voudrait lui donner. Voilà, il va préciser ça bien sûr petit à petit. Alors, il dit
représentez-vous votre moi actuel comme un comédien. Voilà, je serai un comédien dans une pièce de théâtre. Il précise, la comparaison n'est pas nouvelle, mais elle est exacte. Donc, ce que j'ai l'impression d'être moi-même, là, aujourd'hui, Laurent, dans l'environnement que je vois, que j'ai l'impression de connaître, eh bien, je me dis, voilà, ça, c'est... La première définition, c'est moi. Bah, c'est, voilà, moi, Laurent, je connais, je sais qui je suis, voilà, j'ai un âge, je sais où je suis né, j'ai une vie, j'ai un contexte particulier qui fait que je suis arrivé aujourd'hui, ici, dans cette pièce. Bon. Ça, c'est mon environnement habituel. Et là, il dit, mais attention, vous n'êtes qu'un un comédien. Donc, je ne serai pas concrètement Laurent. Laurent serait un rôle dans une pièce de théâtre. Bon. Et il continue, pour détailler un peu plus, en disant que, voilà, donc dans cet exemple-là, alors là il parle de Jane et Robert, hein, donc ils sont en 1970, et il dit, la scène se déroule au XXe siècle, vous créez la scène et les décors de cette pièce. C'est vous qui les créez. Ce ne sont pas des choses qui arrivent. Vous êtes un comédien, mais vous créez tout ce qui vous entoure. La scène, les décors. Vous décidez les thèmes qui y seront abordés. En fait, vous écrivez, vous jouez et vous produisez l'ensemble de l'œuvre. Ça, c'est vraiment important. La même entité écrit, puis joue et produit l'ensemble. Donc, décide du contexte global de l'ensemble. Vous produisez l'ensemble de l'œuvre. Et il va même encore plus loin en précisant vous et tout autre individu qui y prend part. Voilà, juste cette introduction du 4e chapitre, je pense, précise clairement, effectivement, ce que Seth veut dire, veut mettre en place très clairement, hein, pour voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, en tout cas, sur ce que lui va développer par la suite. Et ce chapitre me semble fondamental, parce que quelque part, si vous ne voulez pas comprendre ce chapitre-là, les concepts de Seth vont être compliqués à comprendre, à appréhender. Donc, là, il introduit nettement la notion de réincarnation, la notion que il y a nous, ce qu'on croit être nous ne sommes pas nous sommes beaucoup plus. Donc, il a déjà dit avant, sous une autre forme, au début du livre. Hein. Mais là, il précise nettement, dès le titre, la notion de réincarnation. Et voilà, là, c'est vraiment un pas, je pense, moi, culturellement, un pas qu'il franchit. Remettons les choses aussi dans leur contexte. Donc, on est en 1970. Il parle par le biais d'Américains, dans un contexte culturel occidental. Et quelque part, la notion de réincarnation, ça coince, ça peut coincer beaucoup. C'est-à-dire que les religions n'en parlent pas sous ce terme-là, à part alors le bouddhisme, oui. Alors je connais pas assez l'hindouisme pour en parler.
Mais en tout cas, dans les cultures plutôt occidentales, euh, nettement, cette notion de réincarnation, ça choque, ça dérange. Voilà, on dit, bah non, je comprends pas. Hein, bah non, ça c'est, voilà, c'est oriental. Enfin, c'est une autre culture. Hein. D'ailleurs, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que le texte qui était donné par des Américains, la première version du livre, c'est donc en anglais. Et au début, le livre est paru bien sûr en anglais et a beaucoup voyagé, je dirais, ou en tout cas été lu aux États-Unis, hein, dans les années 70. Donc c'était vraiment le point de départ du message, le contexte dans lequel Seth a décidé de donner son message. Et ça me semble intéressant de voir que 50 ans après, aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, oui, il y a quelques sites en anglais, hein, où on peut trouver. Il y a assez peu de vidéos, et d'ailleurs, il y avait des lectures complètes des livres qui ont été retirés. Quand on a commencé notre travail il y a 6 mois ou 1 an, j'ai trouvé il y avait des lectures, des gens qui mettaient les lectures des livres, donc des livres audio, autrement dit. Tout ça a été enlevé. Alors, je pense que c'est la question de droit d'auteur, ce que je comprends tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conséquence, vous tapez sur Internet Seth ou Jane Roberts, il y a quelques éléments en anglais. J'ai trouvé quelques éléments, je crois, en allemand, quelques sites, quelques pages. En français, moi, j'étais étonné de trouver quasiment rien. Et les quelques éléments que j'avais trouvés, il y en a plusieurs qui ont fermé, qui ont arrêté. Donc, il y a à l'heure actuelle pas grand-chose. Et par contre, aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui circulent donc à Taïwan, en chinois. Alors, pourquoi je sépare Taïwan de la Chine ? Parce que, par exemple, il y a une chaîne YouTube, et YouTube est interdit en Chine. Hein, le Internet chinois ne donne pas accès à YouTube. Donc, ils ont leur propre système. Donc là, c'est une chaîne qui est écrite en mandarin, donc la langue officielle chinoise. Et les éléments qui sont donnés, donc nous on sait, en plus on est allé à Taïwan, il se trouve, pour justement voir ce centre. Il y a un village de Seth et il y a un centre culturel, on va dire, hein, où ils ont traduit tous les livres de Seth, ils les diffusent, ils en parlent, ils font des conférences, etc. Et il y a une chaîne très très active sur YouTube qui s'appelle Seth TV Love. Et j'ai regardé ce matin, il y a 115 000 abonnés. Donc c'est vrai que si c'était la Chine, on pourrait se dire, 115 000 à l'échelle de la Chine, c'est rien. C'est que Taïwan. Donc voilà, ça montre quand même que ça a une place certaine pour le moment. Je ne sais pas si c'est traduit dans d'autres langues en Asie, mais en tout cas, j'ai l'impression, là c'est vraiment que mon point de vue, que justement, notamment parce que Seth parle de réincarnation, moi en tout cas la première fois que j'ai lu, ça m'a choqué. Jane et Robert, quand Seth a commencé à leur en parler, étaient très très réticents, même s'ils sont pas vraiment religieux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il les a choisis, parce qu'ils étaient libres de religion, donc on va dire plus, au risque de choquer des personnes, mais plus ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas figés dans une sorte de culture, une sorte de dogme religieux. Là aussi, je cherche pas à froisser, mais c'est parce qu'à une époque aussi de ma vie, j'étais très catholique, et donc c'était une culture, c'était ancré en moi, c'était dans mon fonctionnement. Si on me parlait d'autre chose, j'étais pas, non, enfin
voilà, j'avais un petit pas en arrière quand même en disant, mais non, c'est pas, enfin voilà, moi, ma foi, ce que je crois vraiment fondamentalement, la vision du monde que j'ai, c'est celle-là. Il y a un texte, il y a une référence, on est nombreux à croire la même chose, et donc je comprends cette notion de dire, il y a une sorte de une parole vraie, en tout cas, auquel on se réfère, donc il y a un document de référence. Donc c'est très intéressant, et les religions en tant que telles ont un intérêt, bien sûr, pour là aussi je le dis moi comme ça spontanément, hein, j'ai pas du tout préparé, quelque part c'est pour justement se retrouver un groupe de personnes qui peut être très très important autour de valeurs fondamentales communes, donc d'un texte aussi commun, d'une histoire, d'un récit, de valeurs, hein, une éthique de vie. Le travail que moi j'ai fait, c'est d'aller regarder ce que disaient d'autres religions. Donc j'ai pas exploré toutes les religions, et puis c'est pas du tout ma revendication. Et puis je pense pas que je le ferai, mais en tout cas de croiser avec d'autres éléments et d'essayer du coup de prendre un petit peu de recul, de pas rester dans le texte avec une lecture un peu directe, stricte, d'essayer de prendre un peu de recul en disant voilà, il y a différentes religions, il y a différentes valeurs, il y a différentes philosophies aussi, hein, de sortir aussi du cadre uniquement des religions pour aller chercher des valeurs de vie. Et donc il y a plein de valeurs qui sont dans la religion catholique ou dans d'autres religions qui me sont chères et que je reconnais comme étant mes valeurs. Mais par contre, j'essaie d'ouvrir un peu plus, c'est pour ça que je parle d'ouverture, hein, donc encore une fois sans vouloir froisser, mais j'essaie d'ouvrir et de réfléchir en tant qu'être humain, de manière voilà un peu alors ça peut faire bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression de dire que je me rattache pas à un courant, à un livre, etc. Alors que je parle d'un livre et que j'aime beaucoup ce qui est dit dans les livres de Seth. Alors déjà aussi pour, je crois pas en avoir déjà parlé, donc ça c'est intéressant. Seth a toujours fonctionné de manière à ce que à aucun moment ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il met en place ne puisse devenir une secte, une religion, quoi que ce soit. Donc il n'a jamais voulu un peu qu'on l'idéalise, qu'on le révère, que ça devienne un dieu. Hein. Donc c'est une entité parmi d'autres qui donne un message qui a déjà été dit, hein, et on peut retrouver des informations dans les différents textes religieux. Il y a des éléments qui sont redits par Seth. Et juste la différence que je vois là aussi, sans vouloir rentrer dans un débat et éveiller les passions, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les livres de Seth, il place régulièrement la notion de libre arbitre, et donc il n'y a pas de messe, de cérémonie. Il n'y a rien du tout de l'ordre de la répétition, de l'automatisme, comme moi en tout cas je l'ai vécu. C'est on va à une messe, il y a une cérémonie, c'est ça, c'est quelque chose qui est instauré avec un cadre. On commence par ça, on répète des mots, on a appris par cœur. Et il y a un côté qui devient automatique. Donc il y a un côté intéressant à la répétition, et moi-même pratiquant du yoga, je vois l'intérêt des mantras. Je vois l'intérêt de textes auxquels on va se référer. La méfiance est toujours, et c'est ce que le yoga nous invite aussi à faire, hein, donc on peut avoir un texte de référence, mais, et Seth fait la même chose, toujours garder son libre arbitre. Garder, à n'importe quel moment, le choix de prendre ou de ne pas prendre certains éléments. D'accepter ou pas. C'est-à-dire que c'est pas un package global. Les livres de Seth, les différents concepts qui sont développés ont une cohérence en tant que tels.
je suis en train de réfléchir en vous parlant, mais là, moi, je ne crois pas avoir rencontré d'éléments dans l'ensemble des livres de Seth que j'ai lus qui m'ont dérangé. Alors, la première lecture, ici, éventuellement, ça m'a des fois choqué, dérangé, remis en question, fait réfléchir. Mais je dirais, après l'étape de digestion, de réflexion, d'analyse, de comparaison à ce que je vis, et en gardant l'idée que je sais de toute façon, je suis pas rattaché, il y a rien de figé par rapport au livre de Seth, hein. Donc, il n'y a pas quelque chose à accepter ou pas. C'est juste des concepts, différents concepts, qui ont une cohérence. Et c'est l'ensemble de cette cohérence-là, avec le recul qui est pris. On parle pas uniquement du quotidien. C'est pas un livre sur le quotidien. Et c'est ça aussi la difficulté des livres de Seth. Ça parle pas ou pas que, en tout cas, pas tout le temps, ça ne parle pas de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que Seth ne va pas nous dire, aujourd'hui, vous faites ci, vous faites ça, il faut mettre en place tel élément, etc. Il va surtout donner des éléments, notamment de la réalité qui n'est pas visible, pour nous faire relativiser, pour nous faire comprendre qu'effectivement, il y a bien d'autres éléments qui se passent, et donc notamment dans nos rêves, notamment dans des temps méditatifs, notamment dans des états de conscience particuliers. Et donc son approche est autant de lui expliquer, il se permet de le faire parce qu'il n'est pas dans le monde physique, et il a déjà juste la phrase que je viens de dire, ça vous choque ou ça vous choque pas. Donc vous êtes en accord avec ça, vous acceptez le fait qu'il y ait des consciences non visibles, non rattachées à un corps, non rattachées à quelque chose de concret, de palpable. Si déjà ça c'est trop choquant, ce n'est pas le moment pour vous d'écouter les messages de Seth. Point. Si cet élément-là peut vous perturber, vous faire réfléchir, etc., mais que au moins c'est pas bloquant, ben ça ouvre un champ de réflexion, ça ouvre un nouveau paradigme, une nouvelle façon de s'observer, d'observer la réalité, de se dire là je regarde par la fenêtre, ok, je crois voir un paysage, etc. Et en fait, c'est juste un échantillon de ce qui est réellement là, au sens large. Donc voilà, juste le fait d'accepter ça, petit à petit, ça change tout au quotidien. Donc c'est pas forcément des choses très concrètes, mais ça change le rapport, ça réinterroge sur ce qu'on vit tous les jours. Et donc ça, c'est à chacun de faire le chemin. Seth dit pas faites comme ci, faites comme ça. Dans les exemples, par exemple, qu'il donne, il a plusieurs fois conseillé vivement à Jen d'arrêter de fumer. Mais à aucun moment il a dit bon écoutez maintenant il faut arrêter de fumer sinon j'arrête les sessions ou sinon il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas de choses complètement arrêtées. À un moment donné, il leur a conseillé, je crois que c'était dans la session précédente d'ailleurs, il leur a rappelé de tourner la tête de leur lit au nord. Et je crois qu'il explique même pas pourquoi, il dit juste ce serait mieux. Donc lui il doit avoir ses raisons derrière. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont énergétiques? Est-ce qu'elles sont liées au champ électromagnétique de la Terre? Est-ce qu'elles sont... Je ne crois pas qu'il y ait d'explication. Il a juste dit, voilà, je conseille vivement que vous fassiez ça. Et on ne sait même pas quand il conseille ça à Jen et Robert, si c'est juste un conseil pour eux, dans leur contexte, par rapport à leur maison, leur emplacement, leur propre corps, leur propre fonctionnement psychique, leur propre... etc. Donc leur vie. Et ça s'adresse que à eux, et c'est valide que pour eux. Ou bien est-ce que ce serait quelque chose qui serait conseillé et conseillable à tout le monde? Donc Seth ne fait pas de grandes règles comme ça, de grandes généralités. Il va donner des conseils, il explique, mais il y a quelque chose de très libre, et régulièrement il le redit, mais voilà, quelque part expérimenté.
Et là, je retrouve aussi ce qu'on dit dans le yoga. C'est-à-dire, le yoga, il y a une posture de yoga. Voilà. On vise à installer ça. Parce qu'il y a une fonction dans la posture. Le fait de s'installer dans une posture de yoga, c'est pas par hasard. C'est parce que ça va agir sur telle ou telle partie du corps, sur tel fonctionnement, tel organe, etc. Mais maintenant, vous n'avez pas peut-être le corps aujourd'hui, ou la respiration, qui est prêt à rentrer dans cette posture. Ne vous faites pas mal, ne forcez pas. Et donc c'est cette même démarche. Donc il n'y a pas de... Alors je digresse un petit peu, mais je pense que vous voyez comme je tourne autour du même sujet. C'est juste pour donner mon point de vue sur la différence que moi je ressens entre le contenu des informations qui sont dans les livres de Seth et la manière dont j'ai vécu. On va dire vraiment comme ça, c'est moi mon vécu. Hein. Je dis pas que j'ai rien théorisé de particulier autour des religions. Moi mon vécu a été à un moment donné de me dire il y a un peu trop d'éléments qui sont donnés en disant voilà, faites comme ça. Et on ne sait pas exactement le fonctionnement qui est donné, hein, la raison fondamentale. Alors là, ça me fait sourire parce qu'effectivement, ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Ça te dit mettez la tête du lit au nord. Mais à la rigueur, comme c'est pas une règle, il dit pas à tout le monde de le faire. Il faut aussi avoir conscience que dans les sessions, en fait, les livres, nous qu'on lit aujourd'hui, c'est très particulier parce que c'est plus que ce que Seth a voulu dicter au départ. C'est-à-dire que, par exemple, là, le chapitre que je viens de commencer, il y a bonsoir Seth. Il y a des échanges. Seth, à aucun moment, n'a dit inscrivez ça dans le livre. Lui, il dicte le livre, il a donné le titre, et puis il dit voilà, nous allons commencer notre prochain chapitre, c'est le chapitre 4, je crois. Mais il s'attend pas à ce que Jen et Robert notent ça dans le livre, que ça soit le contenu de son livre. C'était le choix notamment de Robert de garder tout le contexte des sessions pour que nous, lecteurs, on comprenne la simplicité dans laquelle ont été dictés ces livres. Mais ça n'appartient pas au livre. Donc tous les commentaires personnels, et je pense qu'on va le retrouver, enfin que je devrais le retrouver assez vite. Et ben c'était juste la page précédente tout simplement. Et ce qu'il dit, oui c'est ça, voilà. Donc, à la fin du chapitre 3, Seth est en train de dicter un chapitre de son livre. À un moment donné, il va dire, je suggère que vous fassiez une pause. Ça ne fait pas partie du livre, en théorie. Il y a en plus après un commentaire de Robert sur la nature, enfin comment Jen a vécu sa transe. Bon. Et Seth va même jusqu'à conclure en disant maintenant, voilà, c'est la fin de la dictée pour ce soir. Donc, ce n'est plus le livre. Et après, là ce sont juste un petit commentaire de Robert, effectivement, il va commenter différentes expériences de sortie de corps que Jen a vécues. Donc là c'est un texte personnel. Je crois que ce texte, Robert, donc bien sûr, les a gardés pour eux. Il me semble que à des fins de partage, de montrer exactement comment ça se passait pour eux. Peut-être qu'il a fait une petite censure ou un petit tri, en tout cas, voilà, dans ces textes-là, ce qui était vraiment très personnel. Mais après la mort de Jen, il me semble que longtemps après, il y a d'autres éléments qui sont sortis, y compris ce qu'ils appellent les sessions personnelles ou des choses comme ça. Et donc ces éléments-là doivent se retrouver dans des sessions donc, qui sont en anglaise, pas traduites pour le moment, mais qui donnent vraiment quelque chose de l'ordre du fonctionnement des sessions uniquement. Et c'est après ces commentaires-là que, à l'intérieur, et Robert a fait le choix de noter dans ce livre, mais c'était pas proposé par Seth, je vais à présent mettre fin à notre session avec mes plus cordiales salutations pour vous deux. Et puis-je rappeler de nouveau à Robert ma suggestion concernant le lit. Point. Donc c'est à aucun moment, dans le livre de Seth dit, maintenant tout le monde mettait la tête du lit au nord, par exemple. Donc c'est cette différence-là que je fais. Tout ça pour dire que il y a plein d'éléments qui sont contenus dans les livres de Seth, qui nous semblent très intéressants,
mais qui peuvent être choquants, dérangeants, contraires à notre culture, y compris au contexte religieux, dans lequel moi en tout cas j'ai grandi, donc ce que je connais autour de moi, en Occident en tout cas. Et c'est très intéressant de voir que en Orient, la notion de réincarnation est beaucoup plus acceptée. Pour la plupart des gens, ça fait partie de leur contexte culturel. Et que du coup, par exemple, comme je vous disais, il y a 115 000 abonnés sur l'équivalent, quelque part, d'une chaîne YouTube, mais qui serait en chinois, à Taïwan. Aujourd'hui, nous sommes 115. C'est amusant. J'avais pas fait le rapprochement. Voilà. 1000 fois plus. Il y a 1000 fois plus de personnes, aujourd'hui, qui écoutent le même message en chinois et en français. Alors bien sûr, le contexte n'est pas le même. Ça fait 40 ans qu'il y a un psychologue à Taïwan qui parle des livres de Seth, qui les a traduits, parce qu'au début c'était que en anglais, c'est lui qui les a traduits pour une grande partie, en tout cas les premiers, et qui parle de la théorie de Seth. Mais si on voit qu'aujourd'hui, le message, 50 ans après le fait que ces livres aient été dictés, en anglais, il reste quelques sites officiels, qui sont la suite du travail de Jen et Robert, notamment. Autour de leur maison, il y a une sorte de musée, je sais pas trop comment appeler ça. La maison a été rachetée par une association, je crois. Là, j'en parle très prudemment parce que j'ai pas d'informations. Ça fait partie, bien entendu, vous imaginez, dans nos prochaines idées de voyage, si on peut aller aux États-Unis et d'y passer, on serait très content. D'aller voir la maison où Jen et Robert ont vécu et où une grande partie des sessions, parce qu'ils ont déménagé à un moment donné, une grande partie des sessions a été donnée. Et donc c'est devenu une sorte de musée. Il y a un site internet qui est rattaché, il y en a peut-être un ou deux autres. Il y a notamment Rick Stark, si je n'écorche pas son nom, qui est une personne qui participait au guidage de lecture en direct. Si vous regardez sur internet, vous voyez des vidéos de sessions qui ont été faites en noir et blanc à l'époque de Jen. Des fois, il y a 10-15 personnes dans la pièce. Donc il y a... Alors, je m'excuse, là je mélange deux choses. Il y a les guidages de lecture qui en général étaient faits uniquement Jen et Robert. Des fois, ils invitaient un couple d'amis, c'était rarement plus. Et là, je mélange, les films venaient de séances ESP, donc exercice de extrasensorial, donc comment développer ses perceptions extrasensorielles, donc des sessions qu'elle faisait en groupe, effectivement, et c'est là plutôt où c'était filmé, notamment parce que Robert ne prenait pas de notes, et que Seth était pas forcément présent, des fois il intervenait, des fois non, c'était juste Jen qui parlait. Et donc Rick Stark faisait partie de ces personnes-là dans les années 70, très tôt, peut-être même avant, je sais plus quand est-ce qu'elles ont commencé. Donc lui, il est toujours vivant, il me semble. Il écrit un livre qui s'appelle Sortir du corps en 30 jours, et puis différents livres. Donc ça fait partie un peu d'un expert qui a vécu cette expérience des guidages de lecture, autour du contexte en tout cas de ces guidages de Seth. Et même, ces personnes-là, elles parlent encore du message, en anglais, mais autour de ça, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Je sais pas combien, effectivement, là, j'ai pas cherché du tout en anglais. Parce que quelque part, je me dis, le message, il a été donné en anglais, il devrait bien fonctionner, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Nous, on va juste chercher des éléments ponctuellement de ce qui est fait pour aider à partager le même message, mais plutôt en langue française. Donc voilà, dans les pays francophones, bienvenue à ceux en tout cas qui nous écoutent à travers le monde. Et donc pour dire que il y a quand même donc le message, pour le moment on voit vraiment cette émergence depuis 20-30 ans. Bon, dans la langue chinoise, parce que c'est une langue auquel nous avons accès. Donc on peut vérifier. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres langues orientales qui développent également ces informations sur Seth, mais quasiment rien en français, 2-3 sites en anglais. Après c'est des compétences linguistiques qui me manquent pour vérifier en espagnol, en italien, etc.
Mais pour moi, je l'explique. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Je refais le lien avec, bien sûr, ce chapitre, notamment parce qu'il y a cette notion de réincarnation, ou parce qu'il y a différents éléments qui vont être en décalage par rapport à notre culture. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça, en tout cas, que je souhaite le partager avec vous aujourd'hui. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps avant d'aborder ce chapitre 4, un peu le temps de le relire, de le digérer. Voilà. Donc, ça, pour moi, on passe vraiment un cap. Et ce que je vous disais, donc là aussi, je refais un petit lien par rapport à ce que j'ai dit sur les religions. J'ai dit un petit peu que les religions, il y avait une sorte de package un petit peu global. Donc je fais la différence avec le message de Seth, tout en disant, et ça peut sembler contradictoire, que s'il y a des concepts de Seth que vous allez rejeter, enfin, c'est normal, enfin, ça me choque pas en tant que tel, c'est juste qu'effectivement, ça va enlever de la cohérence au message, parce que ça va... moi, en tout cas, après avoir, comme je vous disais, passé un petit moment pour digérer ce qu'il disait, et essayer de voir quel sens ça pouvait avoir, hein, notamment cette réincarnation, et ben finalement, voilà, c'est ça en fait qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas trouvé d'éléments dans ma vie qui pouvaient contredire les informations de Seth. Et que du coup, c'était une version, il y en a plusieurs, et c'est très bien. La version de Seth, je n'ai pas trouvé d'élément fondamental dans ma vie de tous les jours, dans mon expérience, dans mon vécu avec les autres, etc., qui venait à l'encontre de ce que Seth dit, explique, détaille, comment il explique le fonctionnement humain, comment il explique ce qu'on peut vivre tous les jours, hein, y compris dans les relations humaines, hein, quelque chose qui est de l'ordre donc de la psychologie, mais lui il l'explique en disant que on se met d'accord justement à travers nos rêves, dans une histoire, qu'après on va jouer ensemble, et que donc chacun a son rôle. Donc il parle aussi de ça, il explique le fonctionnement. Pourquoi il vous est arrivé ça aujourd'hui, pourquoi si, etc. À tel moment de votre vie, en quoi ça vous permet d'apprendre quelque chose, de rebondir, etc. Il y a beaucoup d'explications comme ça. Il a aidé beaucoup de personnes à débloquer des situations compliquées dans leur vie, y compris au niveau relationnel, y compris dans des maladies, etc. Et tout ce matériau a une telle cohérence, c'est-à-dire qu'il a toujours eu réponse, quelles que soient les questions qui étaient posées, tout en prenant soin de ne donner des éléments que au niveau qui était entendable par les personnes. Il a toujours continué à développer, et on voit qu'il en a encore beaucoup sous le pied. Voilà, c'est à chaque fois, il donne une petite information, mais on sent derrière que il va continuer à le développer plus tard. Il a encore beaucoup à dire là-dessus. Mais il faut déjà que nous, on l'entende une première fois. C'est pour ça que quand on lit les livres, il y a énormément de répétitions. La première fois qu'il a commencé à parler à Jen et Robert de la réincarnation, il a juste dit, là aussi j'en parle comme ça, de mémoire, mais c'était juste, oui, vous avez vécu une autre vie, enfin voilà, une ou deux, enfin quelques-unes. Oui, vous avez déjà connu la mort, etc. Donc, il en a parlé comme ça de manière très, très fine. C'est seulement des années après, petit à petit, qu'il a fini par dire, oui, en fait, on a chacun des centaines, des milliers, et peut-être plus. Et parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la réincarnation pour lui. Et justement, on va y venir dans la suite de ce chapitre. Il va vraiment aller détailler, essayer de aussi déconstruire les idées toutes faites qu'on peut avoir sur la réincarnation, qui peuvent être liées à des images qu'on a, à des religions éventuellement, ou simplement à nous, comme c'est pas vraiment, ça fait pas tellement partie de notre culture, il y a le mot de résurrection de la chair, moi qui me revient de mon apprentissage de la religion catholique, mais il me semble que c'est un peu à la fin des temps, c'est-à-dire qu'on va tous, on meurt, on va au paradis, là je dis ce que moi j'ai compris ou retenu, et qu'à un moment donné, il y aura le jugement dernier,
il y a une sorte de fin du monde. Enfin, je sais pas trop comment. C'est un peu, voilà, les souvenirs que j'en ai. Il y aura une sorte de fin du monde, un jugement, et là, du coup, oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui restent dans l'enfer, et puis, voilà, jusqu'à la fin, ils resteraient dans quelque chose, ils sont dans l'enfer, puis c'est tout. Et puis il y a ceux, oui, il y a cette notion, alors c'est pas le paradis exactement, puisqu'il y a la résurrection de la chair, donc on reprend son corps. Il n'y a pas de vie multiple. C'est la même vie, et on reprend son corps, et là, un corps qui vit éternellement. C'est ce que j'ai compris. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, là je viens peut-être de dire des grosses bêtises par rapport à ce qui était dans la Bible. Je vous dis seulement des souvenirs de catéchisme que j'ai qui commencent vraiment à dater. Et puis j'ai eu tellement d'autres expériences, d'autres histoires depuis que je plaide coupable de pouvoir mélanger avec d'autres textes, d'autres traditions, d'autres religions éventuellement. Voilà, c'est en tout cas les souvenirs qui me restent aujourd'hui. Je vais faire une petite pause tout de suite, voilà, pour comme j'expliquais, pour faire deux formats vidéo un petit peu plus courts, et juste après je reprends le livre avec des explications plus en détail, puisqu'on va aller petit à petit dans cette explication de ce que c'est la réincarnation du point de vue de Seth. Voilà, donc on se retrouve tout de suite.